Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Encore une grosse demi-heure ensemble pour clôturer ces grands matins Sud Radio. Vous avez toujours le standard ouvert pour nous interroger, pour participer à la conversation qu'on va avoir avec Arnaud Tessier. Bonjour. Bonjour. Historien passionné du général de Gaulle, compagnon de route de Philippe Séguin, avec un livre que je recommande vivement. Vous avez encore 48 heures avant de faire les achats de Noël. C'est Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin. Et ce qui est formidable, on en discutait à l'instant, si vous voulez, c'est que en fait, on découvre un autre de Gaulle, c'est-à-dire la fascination de bien faire, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, avec, mine de rien, l'éloignement du cliché qui est qu'il n'y a que les grands hommes qui font les grandes choses. Au contraire, vous vous racontez très bien dans ce beau pavé, mine de rien, comment il a essayé, mine de rien, à tout prix de faire de belles institutions pour des hommes, on va dire, qui ne soient pas toujours hors normes. Oui, ce qui est frappant, c'est la détermination profonde de Gaulle, qui poursuit un objectif toute sa vie, qui s'y accroche et qui ne l'a jamais prise. Ça, c'est extraordinaire, consacrer une vie à ça. Effectivement, contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit toujours De Gaulle a taillé des institutions faites pour lui. Non, il a taillé des institutions qui étaient destinées à lui survivre, car il savait qu'il était un personnage un peu hors norme, qu'il était associé à une part décisive de l'histoire de France et que ceux qui lui succéderaient n'auraient pas cette dimension historique. C'est pour ça qu'il a façonné nos institutions avec un certain esprit des règles constitutionnelles, mais aussi un certain esprit, et c'est cet esprit-là qui a été perdu, je pense. Et justement, on va en discuter, parce que si j'ai voulu vous inviter, en plus de votre livre que vous signez chez Perrin, L'angoisse et la grandeur, en lien avec Charles de Gaulle, c'est quand même qu'on est dans une période très compliquée. On a l'impression que la Ve République est en branle. On ne sait pas si c'est tellement une crise institutionnelle, une crise de régime, ou simplement une crise, on va dire, de nature politique, mais on a quand même l'impression, quand on lit votre livre, quand on vous écoute, que aujourd'hui, ce qui manque avant tout, et vous avez prononcé le mot, c'est un homme d'État. Pour vous, c'est quoi un homme d'État? Est-ce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui? Un homme d'État, c'est quelqu'un qui comprend quelle est sa place, je crois. Quelle est sa place institutionnelle, et quel est son rôle, et quelle est la fonction que lui assignent les institutions. C'est pour ça que je parle d'esprit des institutions. C'est quelque chose de très important. Et en France, depuis 1958, l'idée majeure, c'est qu'il doit y avoir un lien de confiance direct entre le chef de l'État et le peuple français, et qu'il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées, car dans l'esprit de Gaulle, la démocratie, c'est vital, mais la démocratie, c'est surtout un système qui a besoin d'être gouverné. C'est pas quelque chose où on peut jouer avec les institutions. La démocratie doit être gouvernée parce que la démocratie est un régime fragile, exposé aux dangers, aux menaces intérieures et extérieures. Elle doit être forte, la démocratie. Ça, c'est le message profond de Gaulle, d'où les institutions qu'il a laissées. Et vous avez l'impression que ces derniers temps, justement, on a perdu ce sens de la démocratie, c'est-à-dire l'impératif qu'elle soit gouvernée. L'autre jour, sur cette antenne où on a discuté avec Frédéric Dabi, en fait, on a passé un tiers de l'année sans gouvernement, ou avec un gouvernement dit démissionnaire pour assurer les affaires courantes. Oui, ce qui est inouï. Regardez, François Bayrou était nommé Premier ministre, il n'a même pas constitué son gouvernement, il est déjà au fond de l'impopularité, ce qui est incroyable. Ouais. On n'a jamais vu une chose pareille. Et effectivement... Moins de 60% des Français satisfaits. Voilà, en l'espace de 7 ans, on aura eu 6 premiers ministres déjà, ce qui est absolument incroyable et qui traduit bien une crise de confiance des Français, pas dans le régime, mais dans les classes dirigeantes, dans les gouvernants, dans la façon dont les institutions fonctionnent. Mais pas une crise de confiance dans les institutions. Mais à force, la crise politique risque de devenir une crise de régime. À tel point, tellement l'esprit général des institutions est perdu. Mais on a aussi l'impression, surtout quand on vous écoute et qu'on vous lit, que si le général de Gaulle avait pensé de très belles, de très grandes institutions, on va dire, pour de petits hommes, on a l'impression que les petits hommes ont réussi à grandement maltraiter les institutions. Et c'est ce qui s'est passé. Un auditeur tout à l'heure au 0826 300 300 nous disait, en fait, c'est normal qu'on n'aime plus la Ve République. Les politiques l'ont tuée depuis 20 ans. Vous partagez ce constat? Oui, je dis souvent que c'est un organisme génétiquement modifié, la Ve République. La Ve République repose en particulier sur le lien de confiance directe entre le chef de l'État et le peuple, surtout depuis l'élection de 62, la révision de 62, pardon, et l'instauration de l'élection du président au suffrage universel. Pour De Gaulle, le lien de confiance avec le pays est absolument vital. Et c'est pour ça qu'il utilisait beaucoup le référendum, non pas pour faire des plébiscites, c'était pas simplement pour avoir oui ou non à De Gaulle, mais c'était quand même pour avoir d'abord
voir sa confiance, la confiance du peuple renouvelée, et puis pour avoir le pouvoir de faire de grandes choses. Et il a poussé la logique très loin, puisqu'il est parti en 69, alors que rien ne l'y contraignait, et qu'il était encore à des taux de popularité qui ne feraient pas lire de jalousie les hommes politiques d'aujourd'hui. Vous avez employé un mot qui est très important, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont perdu le sens de l'évidence. Or, comme vous me le rappelez, notamment le référendum, si vous voulez, c'était pour remettre en quelque sorte sa cote de pluralité, sa confiance en jeu. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des évidences semblent être balayées par le chef de l'État. Tout à fait. Pour De Gaulle, il était évident que s'il n'avait plus la confiance du peuple, ou qu'il sentait qu'il ne l'avait plus, il devait vérifier qu'il ne l'avait plus, et pour lui, il était évident qu'il devait partir. Pour De Gaulle, il était évident qu'on ne devait user de la motion de censure et renverser un gouvernement que si on avait une alternative politique à proposer à la place. Pour De Gaulle, il était évident que lorsque l'on voulait lancer de grandes réformes, comme la réforme des retraites, il fallait aller directement vérifier les attentes du peuple français par le référendum. Or, on ne fait plus de référendum depuis 20 ans. Pour vous, par exemple, la réforme des retraites, si on écoute encore le Premier ministre François Bayrou avec des mots très étranges d'abord, il faut on va dire, reprendre la réforme sans la suspendre, ça mériterait un référendum. C'est-à-dire que la réforme des retraites, si elle avait été bien présentée et bien engagée, aurait dû être précédée d'un débat national sur le système de protection sociale et de retraite que les Français souhaitent. Est-ce qu'ils veulent garder le système par répartition, qui est par certains côtés le plus sûr, ou est-ce qu'ils voulaient aller vers un système par capitalisation? Tout cela pouvait être éclairé par un débat qui n'était pas si technique que cela et sanctionné par un référendum. C'est ce qu'on a fait avec Maastricht. On avait dit que le traité de Maastricht était incompréhensible et que la campagne référendaire n'aurait aucun sens. En réalité, il y a eu une vraie campagne référendaire. Vous évoquiez Philippe Séguin, il a pris son bâton. Qui a joué un rôle extraordinaire dans cette campagne. Il est allé partout en France et il a expliqué l'enjeu du traité de Maastricht. Il a dit derrière la technicité, il y a la question de la souveraineté nationale et du principe de souveraineté. Et les gens ont très bien compris. Et il y a eu un vrai débat. Et d'ailleurs, le non était très près de l'emporter. Et puis voilà, Maastricht a été finalement ratifié. Mais il faut prendre le risque, quelquefois, de la politique, le risque du référendum, le risque d'aller à la rencontre du peuple. C'est vrai que dire on va suspendre sans suspendre, c'est un peu étrange. On va reprendre sans suspendre, personne ne sait, on a l'impression de je vous ai compris, mais personne n'a compris ce qu'il avait compris. Donc c'est toujours un peu délicat. J'ai entendu un de vos auditeurs qui disait tout à l'heure qu'il y avait une sorte de déficit de démocratie. Oui, ce qui est paradoxal, puisque la Ve République, c'est vraiment le régime qui a donné la parole au peuple. Et vous avez employé un mot tout à l'heure, c'est celui de technicité. Ça aussi, c'est très important. Peut-on dialoguer? Est-ce qu'on peut avoir une confiance entre les citoyens, les politiques, quand on a l'impression que le débat public, mais alors, est parsemé de termes soi-disant techniques qui est, on va dire, souvent un prétexte pour ne pas évoquer le fond des sujets, comme vous l'avez démontré avec Maastricht? J'entends dire souvent que la vie politique, le gouvernement d'un État est devenu trop complexe, que tout est très technique et donc on ne peut pas véritablement... Les Français sont trop cons, pardon, mais c'est souvent l'idée quand même qui sort un peu, c'est que vous n'avez pas le niveau pour comprendre tout ce qu'on gère. C'est vrai que quelquefois c'est technique. De Gaulle a perdu son référendum sur un sujet qui pouvait en apparence être trop technique, mais c'est surtout parce qu'il l'a fait vite, après mai 68, et qu'il n'a pas eu le temps véritablement d'expliquer ce qu'il voulait. Mais s'il peut y avoir une vraie campagne avant un référendum qui permet de débattre, de poser des enjeux en démocratie, il n'y a pas de problème technique qui ne puisse être expliqué et compris par le peuple. Sinon, il faut renoncer à la démocratie et faire comme on fait avec les conventions citoyennes. On sélectionne des citoyens sur un certain nombre de critères sociologiques, sexuels, voilà, ethniques. Et puis on dit, ben voilà, c'est ce qui représente le peuple français, plus besoin d'aller voter. Non, l'idée de la démocratie, selon De Gaulle, c'est un individu qui est un citoyen qui se retrouve dans un isoloir et qui se détermine sur des critères qui ne sont pas prédestinés. C'est ça, la foi dans la démocratie. Alors si on n'a plus foi dans la démocratie, évidemment, tout est perdu. Et vous avez l'impression que ce sentiment démocratique, en tout cas cet impératif démocratique de parler à tout le monde, de faire voter tout le monde, de donner la parole à tout le monde, ça s'est perdu, clairement? Oui, notamment par le référendum, qui est une façon quand même extrêmement simple de consulter le peuple. À condition, encore une fois, que les enjeux soient bien expliqués. Arnaud Tessier, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi, par exemple, sur la question migratoire, on en parlait encore tout à l'heure à 8h30 avec Alma Dufour, notre invité politique, si la question migratoire crispe les politiques mais pas les Français, pourquoi pas le soumettre au référendum? Pareil sur la réforme des retraites. Pourquoi ils n'y vont plus? D'abord parce que le politique a peur du juge. Le juge constitutionnel a pris un rôle tellement étendu que tout le monde a peur, finalement, que les choses deviennent impossibles juridiquement. Donc il y a cette peur du juge qui est quelquefois la main qui tremble de faire des textes qui seraient oulala,
voilà mon Dieu rejeté. C'est quelquefois l'alibi pour l'inaction. Et le deuxième élément, c'est la peur du verdict. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre du peuple. Personne n'est obligé de faire comme De Gaulle et de démissionner si on perd un référendum. Mais même le fait même d'organiser un référendum, vraiment, le référendum européen de 2005, c'est extraordinaire. Les Français ont voté non. Vous savez, et en 2007, il est remis. Voilà, et c'est d'une autre manière. Oui. Et vous savez, c'est la fameuse phrase de Giscard d'Estaing qui était très ironique, qui disait le référendum, c'est très bien quand la réponse est oui. Mais il faut avoir quelquefois le courage d'affronter le non et d'en tirer les conséquences. Il y a un sentiment de dépossession démocratique depuis 20 ans, il est flagrant, depuis le référendum de 2005. Merci Arnaud Tessier, on revient dans quelques instants avec vous, mais puisque on parle de cadeaux, n'hésitez pas à mettre le livre de notre invité, c'est Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, c'est aux éditions Perrin, et peut-être tiens qu'on le rajoutera dans ce que je m'apprête à vous offrir avec le lancement du jeu Sud Radio, c'est le grand sapin de Noël, c'est le moment de vous offrir votre cadeau en direct et vous gagnerez peut-être, allez, votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes et votre baptême de saut en parachute avec le centre de parachutisme chute extrême. Alors ça, par rapport au vertige politique, c'est rien du tout, hein, mais encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin. Pour gagner, tout de suite, vous nous appelez, c'est le 0826 300 300. Et si vous êtes le Arnaud Tessier, choisissez un chiffre au hasard. 15. Et allez, si vous êtes le 15e appel, ce sera gagné 0826 300 300. Bonne chance, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la conversation. De Gaulle, il faut s'en inspirer pour sauver la 5e République et même la France, je le crains, avec Arnaud Tessier. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Alors c'est très simple, hein. En studio, la conversation a continué avec Arnaud Tessier, auteur de Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin, parce que on va pas se mentir, hein, Charles de Gaulle et Georges Pompidou, c'était quand même mieux que Michel Barnier, François Bayrou et le retour potentiellement de Gérald Darmanin au ministre des Affaires étrangères. J'aimerais qu'on fasse le fil avec vous des derniers mois, Arnaud Tessier, parce qu'on a quand même eu de fait des mécanismes de la 5e République qui ont été utilisés et dont on n'a clairement pas l'habitude. Premier acte, on va dire, de cette scène de théâtre qui dure quand même depuis trop longtemps. Si à l'occasion on pouvait signer les 3 coups de fin, ce sera apparemment ce soir à 18h pour l'annonce du gouvernement, c'est la dissolution actée par Emmanuel Macron. L'observateur fin que vous êtes de la 5e vous fait dire quand même qu'elle a été très mal employée. C'est-à-dire que le président de la République a 2 outils pour résoudre une crise. Il y en a un qui était celui que préférait De Gaulle, c'est le référendum. On pose une question de fond aux Français, et c'était le moyen pour le président de vérifier qu'il peut aller de l'avant, qu'il est toujours légitime et qu'il peut aller de l'avant. Il y a l'autre solution qui est la dissolution, que De Gaulle a pratiquée en 68 sur le conseil de Pompidou, mais qui n'était pas son outil privilégié. C'est celui qu'a choisi Emmanuel Macron et qui lui est donné par la Constitution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie campagne. Il n'y a pas eu de vraie campagne, ça a été fait juste avant la JO, un peu dans la précipitation, et donc il n'en est pas sorti du tout de clarification. Il en est sorti un Rassemblement national beaucoup plus nombreux et important, moins nombreux qu'on ne l'a cru à un moment donné, c'est pour ça qu'on a quasiment présenté ça comme une défaite, mais là aussi j'entendais un de vos auditeurs tout à l'heure, c'est quand même le Rassemblement national, c'est quand même une formation politique qui n'arrête pas de grossir, et aujourd'hui qui est à 140 alors qu'elle grossit de plus en plus, sous prétexte qu'elle ne parvient pas encore, on va dire, sur les marges de l'Élysée, on se rassure en disant de toute façon elle a perdu. Donc oui, vous savez, c'est le cadavre dans la pièce de Ionesco, Amédée commence à s'en débarrasser, il est dans la pièce d'à côté, il devient de plus en plus gros, puis il finit par envahir toute la pièce. C'est aussi ce qu'on appelle l'éléphant dans la pièce, ça devient un peu ridicule de toute manière. Et la crise politique, d'ailleurs, elle vient d'une réalité toute simple, qui est arithmétique. C'est que on essaie de faire de l'union nationale, mais en mettant hors jeu à la fois la France insoumise et le Rassemblement national, c'est-à-dire un très gros tiers de l'Assemblée. 18 millions même d'électeurs. Vous prenez en tout cas les 11 millions et les 8 millions du NFP, les 11 millions du Rassemblement national. Si on exclut, on va dire, les partis qui représentent 20 millions, près de 20 millions de personnes, c'est emmerdant quand même pour la fameuse démocratie. Alors je ne dis pas que la solution est simple, mais évidemment tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, et à l'Assemblée c'est le pareil, parce que l'Assemblée est assez représentative. On critique beaucoup le scrutin majoritaire,
majoritaire. Enfin, elle est assez représentative. Elle donne quand même une couleur de l'opinion et du choix des Français. Alors, il y a eu une sorte d'alliance avant les élections qui était le front, ce qu'on appelait le Front républicain, mais c'était pas une alliance programmatique. Donc tout ça sonne faux par rapport au jeu habituel des institutions. L'esprit des élections et des scrutins majoritaires, c'est qu'il doit y avoir une alliance programmatique. Alors, être dans une alliance de rejet et de refus, ça va quand celui ou ceux qu'on refuse représentent quelques pourcents, mais on arrive à une situation qui est absolument ingérable. Vous parliez du Front républicain. On a vu, en fait, très peu de temps après les élections législatives anticipées, par exemple, 62% des électeurs du nouveau Front populaire regrettaient d'avoir fait justement le Front républicain. À quel point l'observateur de la 5e République que vous êtes, si vous voulez, qualifie on va dire le mauvais mécanisme qu'est le Front républicain. C'est-à-dire à quel point ça vient percuter la logique même, si vous voulez, d'avoir une majorité, d'avoir des élections représentatives réellement, et voilà, et dans la suite de tout ça. Parce que ça évacue les sujets. Je cite toujours cette phrase extraordinaire de Philippe Séguin qu'il avait notée sur un papier en 1991. Visionnaire. C'est pas d'hier. Prenez le stylo, auditeur. En 1991, il dit déjà le Front républicain mettra un jour Le Pen, il parlait du vieux Le Pen, à 40%. En 91, il disait cela. Et pourtant, Philippe Séguin n'était pas du tout favorable au Front National. Vous qui l'avez bien fréquenté, comment vous expliquez qu'il ait eu si vite, si vous voulez, ce flair politique, à savoir que cette logique du Front républicain allait s'effriter très rapidement? Parce qu'il pensait que c'était une facilité qui évacuait les sujets de fond, qui évacuaient le peuple en réalité. Et il disait, à force d'évacuer le peuple, à force d'évacuer les vrais sujets, eh bien ils reviennent par la fenêtre. Et le peuple revient par la fenêtre. C'était simplement parce que c'était un vrai praticien de la politique. Encore une fois, il n'était pas du tout... Il était très hostile au Front National pour toutes sortes de raisons, qui tenaient à son histoire personnelle, à son tempérament, mais il considérait que c'était absurde de bâtir une logique politique sur le refus et sans traiter les sujets qui, pour lui, faisaient le succès progressif du Front National. On a fait, on va dire, un retour, un focus sur la dissolution. Il y a aussi eu un mécanisme institutionnel qu'on n'avait pas vu précisément depuis de nombreuses années. C'est la motion de censure qui a eu lieu il y a 2 semaines. Dans une interview de l'Express, vous expliquez « On ne comprend plus le sens de nos institutions. Nous ne comprenons plus ce régime. » Et cela s'est illustré de façon édifiante avec la motion de censure de ce mois de défense que vous qualifiez de vandalisme institutionnel. Pourtant, quand on écoute notamment Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, etc., ils vous expliquent que c'est un outil constitutionnel et le but des outils constitutionnels, cher Arnaud Tessier, c'est de les utiliser. En fait, la motion de censure a été souvent utilisée sous la Ve République, mais dans une sorte de théâtralité. C'est une façon pour l'opposition de manifester à la fois son irritation et d'exprimer son avis sur un certain nombre de sujets. Mais la motion de censure qui vise à renverser un gouvernement, elle n'a de sens, comme ça s'est produit en 62, que si elle correspond à quelque chose de profond et que s'il y a une solution alternative. En 62, c'était les partis issus de la 4e République qui ne voulaient pas de l'élection du président au suffrage universel et qui considéraient que De Gaulle, ayant fini par régler la question algérienne, devait s'en aller maintenant qu'on n'avait plus besoin de lui. Donc là, il y avait quelque chose qui était clair. Mais l'union qui s'est faite entre le Rassemblement national et le NFP, et n'oublions pas que le Parti socialiste a une grosse responsabilité aussi, puisque c'est NFP, pas seulement la France insoumise. C'était l'alliance de la carpe et du lapin, sauf que ni la carpe ni le lapin n'avaient de solution alternative autre que de provoquer une crise politique, alors qu'il n'y avait pas de solution immédiate puisqu'on ne peut pas dissoudre pour l'instant, et de laisser la France sans budget, ce qui est quand même... Parce que quand on dit on peut très bien reconduire le budget, parler à des hauts fonctionnaires qui s'échinent pendant des semaines à bâtir un budget convenable, même si le budget n'est pas très bon, il est nécessaire d'avoir un budget véritable pour la nouvelle année, pour une année nouvelle, parce qu'on ne peut pas simplement reproduire. Ça pose toutes sortes de problèmes fondamentaux dont les Français vont s'apercevoir dans les semaines qui viennent. Donc c'est irresponsable de renverser un gouvernement alors qu'on ne peut pas proposer une autre majorité à la place. D'ailleurs, vous parliez des problèmes concrets que cela va poser d'avoir une absence de budget. C'est ce qui s'est passé avec le vote de la loi spatiale. On en parlait sur Sud Radio à 8h15. Une note de l'OFCE sortie discrètement hier nous expliquait, si vous voulez, à quel point la classe moyenne, donc cette même classe moyenne que les partis que vous décrivez, RN et on va dire la coalition Nouveau Front Populaire, nous promettent qu'ils s'acharnent à défendre, et ça va être la classe moyenne à nouveau qui va être fracassée par des décisions comme ça. On a parlé de motion de censure, on a parlé de dissolution. Il y a un mécanisme qui ne s'est, je crois, jamais vu encore sous la Ve République, enfin une fois, mais elle n'a pas été provoquée, elle a été souhaitée, c'est la démission du président de la République. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut
arriver à un tel extrême aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la façon qu'ont certaines forces politiques d'encourager cette décision, du moins de cette action, de démissionner de la part d'Emmanuel Macron? Et comment analysez-vous cette probabilité-là? Ça s'est produit en 1924 sous un régime assez différent, qui était la Troisième République, lorsque Alexandre Millerand a voulu reprendre des prérogatives qui appartenaient au président constitutionnellement et que la pratique de la Troisième République avait effacé. Et en fait, il n'a pas pu constituer de gouvernement et il a été contraint de démissionner. Voilà, ce genre de situation pourrait se produire d'une certaine manière, mais la démission des fonctions de président de la République, c'est un acte vraiment personnel. C'est au président de la République de décider lui-même s'il estime qu'il n'a plus les moyens politiques de gouverner le pays. Je pense qu'il y a un moment où il aurait pu essayer j'ai cité l'exemple de la réforme des retraites, de tenter un référendum pour essayer à la fois de retrouver la confiance des Français et surtout d'avoir les mains libres pour faire des réformes. C'est ça le but du référendum. Quand De Gaulle fait un référendum, c'est à la fois pour qu'on lui répondre à une question précise qu'il doit régler, mais c'est aussi... Parce qu'en plus, sur la question des référendums, maintenant, on vous dit non, mais vous comprenez, la question va être trop complexe, donc on ne peut pas se permettre. Oui. Mais oui, il est trop complexe et résultat, on aboutit à l'impuissance politique. Il n'y a rien de pire en démocratie que l'impuissance politique. Pourquoi est-ce qu'on prête à la France? Pourquoi on a si longtemps prêté à la France avec des taux bas? Pourquoi est-ce qu'on a fait confiance à la France? Parce qu'elle faisait figure, par rapport au reste de l'Europe, notamment tous ces pays qu'on nous cite en exemple, comme l'Italie, l'Allemagne, etc., de pays où le régime est stable, où le gouvernement a de l'autorité, où il peut gouverner dans la durée. Tout l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Où on sait lever les impôts, où on sait faire des budgets, où on a une fonction publique efficace. On parlait d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, c'est dramatique, vous l'avez évoqué à propos de la classe moyenne. À partir du moment où la France n'inspirera plus cette confiance élémentaire, État fort, État sûr, budget solide, capacité de lever des impôts, stabilité gouvernementale, je suis très inquiet pour l'avenir, oui. C'est pour ça que De Gaulle a fait la Ve République. C'est parce qu'il savait, c'était pour ça. Voilà, c'est pour protéger la France contre l'instabilité et la ruine. Vous parlez instabilité, ruine, c'était le principe de la Ve, mais quand on vous lit, c'est fascinant vraiment. Je rappelle Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin, parce qu'on se rend compte que c'était quand même, une autre époque. C'est-à-dire que c'était, oui, un pouvoir fort et décisif, des grands hommes, ça c'est indéniable, mais il y avait aussi une maîtrise de la monnaie, une parfaite souveraineté, une Europe qui n'était pas aussi, on va dire, immense et lourde qu'aujourd'hui. Donc on se dit finalement, vanter De Gaulle, vanter Pompidou, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait encore avoir des hommes de cette envergure aujourd'hui, parce que on maîtrise plus la monnaie, c'est l'euro, l'Europe a pris, on l'a vu encore avec le Mercosur, une place totalement délirante dans notre quotidien. Donc est-ce qu'on pourrait, même si on est un homme d'État, gouverner encore façon De Gaulle, façon Pompidou? C'est la politique, j'ose pas dire du parler vrai, mais c'est la politique de la vérité. Allez-y, je vous en prie, soyez libre ici. Non, mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que De Gaulle avait des moyens d'action et des leviers beaucoup plus considérable que non les dirigeants d'aujourd'hui, beaucoup plus puissants. Et pourtant, il était plus modeste d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a une sorte de situation totalement délirante où l'exécutif prétend tout pouvoir et en même temps peut beaucoup moins. De Gaulle pouvait beaucoup, mais il disait toujours aux Français qu'il avait besoin d'eux. Pompidou, ça c'est extraordinaire. Mais quand on revoit un président de la République qui dit Français, j'ai besoin de vous. C'est extraordinaire. Aidez-moi. Oui. Et quand un homme comme De Gaulle, qui était parti tout seul le 17 juin 40 en Angleterre pour poursuivre la guerre, quand il disait aidez-moi, ça voulait dire quelque chose, ça signifiait quelque chose. Et Pompidou était comme ça. Il y avait une sorte d'humilité, oui. Chez ces grands hommes, il y avait de l'humilité. Je me demande si la grande qualité politique qui s'est perdue, c'est pas l'humilité. Le mot de la fin, Arnaud Tessier, j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous manque le plus avec la disparition de Philippe Séguin, dont vous avez été un des compagnons de route, vous avez cité... Collaborateur, compagnon de route, c'est un bien grand mot. Collaborateur, alors... J'ai travaillé avec lui, j'étais son stagiaire, ensuite son collaborateur. Oui. Vous en parlez avec affection quand même, vous l'avez cité à plusieurs reprises durant cet entretien. Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui nous manque en France de Philippe Séguin? Si on a tous quelque chose en De Gaulle nous disait qu'il se moquait complètement, Philippe Séguin était comme ça, il se moquait complètement de Gaulle des opinions profondes de ses collaborateurs, etc. Il disait ce qui compte pour moi, c'est qu'ils aient l'esprit national. C'est de ça
que nous avons besoin. Parce que même sous la 3e, même sous la 4e, on avait le sentiment que le personnel politique avait l'esprit national. Ça, c'est un beau mot de la fin. Il n'y a que sur Sud Radio que vous pouvez l'entendre, Arnaud Tessier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, encore disponible dans les bonnes librairies pour le mettre sous le sapin. Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur chez Perrin. On a allié histoire et actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va filer du côté du sapin Sud Radio et du côté du standard. Vous avez été nombreux à nous appeler 0826 300 300. C'est maintenant, c'est le moment de vous offrir votre cadeau de Noël en direct. Et nous vous accueillons tout de suite David. Bonjour David. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'avoir appelé Sud Radio et bravo à vous. Merci à vous. Vous avez gagné. Plus besoin, ça y est, de vous précipiter à la dernière minute dans les magasins pour offrir des cadeaux à votre entourage, parce que c'est fait. Vous gagnez un séjour en famille au parc Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants. Ça comprend l'entrée au parc Futuroscope 2 jours consécutifs. Attention, l'accès au spectacle nocturne et en plus une nuit à l'hôtel, le grand hôtel du Futuroscope en chambre quadruple. J'espère en plus que vous avez de la famille à embarquer avec les petits déjeuners. Tout ça, c'est compris, c'est pour nous, c'est les cadeaux vrais, c'est Noël. Bravo David. Super, merci beaucoup en tout cas, très joli cadeau de Noël et passez de bonnes fêtes en tout cas. Mais oui, comment ça s'annonce les fêtes de votre côté? Plutôt bien, les vacances démarrent et puis on va profiter. Eh ben merci à vous d'être fidèles à Sud Radio. Ça vaut le coup d'appeler le 0826 300 300. La question du jour est toujours active et je vous remercie d'y avoir répondu. Le gouvernement sera annoncé à 18h ce soir et à la question qu'on vous a posée, on prend les mêmes et on recommence pour ne rien faire. Il manquait Edith Cresson et Lionel, nous écrit Sylvain. Ils vont battre le record de Barnier, écrit avec ironie Bernard. Et il y a évidemment la sensation de Lotte-Mille qui nous écrit: ils sont pires que des zombies. On va quand même faire en sorte qu'ils bougent et qu'ils parlent, parce que je crois que c'est mieux pour les priorités qui nous attendent. Vous êtes sur Sud Radio, c'est le Parler Vrai et il est bientôt 10h.